aux membres de la garde nationale américaine. Il va y avoir chaud l'été, froid l'hiver. Et voilà, et puis d'une certaine manière, il va y avoir beaucoup de monde. Il pense qu'il c'est de la poudre aux yeux, sauf à penser qu'on revient à Sparte. Je rappelle que Sparte, c'était la cité grecque qui n'avait pas de muraille. Pourquoi ? Parce qu'à Sparte, on disait les murs de Sparte n'a pas de murs, parce que les murs de Sparte, ce sont les poitrines de ses soldats. Et que personne n'aurait envahi le territoire de Sparte, tellement les Spartiates se faisaient peur. Bon, peut-être qu'ils pensent que la garde nationale va faire peur aux immigrants. Lucille Schmid, alors à l'appui de sa politique, Donald Trump dit cette immigration nous apporte du désordre, de l'insécurité, du trafic de drogue. Et c'est un discours qui est audible auprès d'une partie de l'opinion américaine en tout cas. Oui, bien sûr, c'est un discours qui a été audible auprès de son électorat, qu'il avait tenu, et puis il met la pression sur le Mexique, mais aussi le Canada, à travers la renégociation de l'accord qu'ils ont depuis 1994. Donc on voit qu'il fait du Mexique, d'ailleurs, sa bête noire, pour des raisons effectivement électorales, de politique intérieure, puisqu'il a les midterm elections qui vont arriver, et qu'il n'est pas en très bonne position sur le plan économique, sur le plan même, j'allais dire, comme figure symbolique. Moi, je pense que ce qui est intéressant, et j'espère que le président du Mexique va réagir avec force, il a commencé à réagir par rapport à ça, parce que cette façon dont le Mexique est en permanence la bête noire de Trump pose aussi un problème de fierté nationale au Mexique, dont je rappelle que c'est un très grand pays, et que là-dessus, l'atonie du président mexicain pourrait bien lui coûter la présidentielle en juillet. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer où il y aurait, peut-être un peu comme ça a été le cas avec la Corée du Nord, un peu enfin quelque chose qui montrait en termes de dialogue, parce que pour l'instant, Trump est tout seul à dire du mal du Mexique, et je trouve que le président du Mexique ne réagit pas suffisamment. Je rappelle qu'il y a une communauté mexicaine ou d'origine mexicaine très importante aux États-Unis, qui paye leurs impôts, qui travaillent, qui renvoient de l'argent au Mexique, beaucoup d'argent. Et donc, ce qu'on appelle les latinos. Voilà, on a aujourd'hui toute une question de est-ce que ça va continuer à se passer comme ça avec Trump qui monologue, fait des tweets contre les Mexicains et le Mexique, et qui dit du mal de ce pays, ou est-ce que quelque chose va se nouer aussi en termes de, écoutez, je ne sais pas, peut-être que les Mexicains pourraient renvoyer les diplomates américains. Enfin, il y a quelque chose qui pourrait se passer en termes de réaction, ce serait intéressant. Puis la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'évidemment, ce mur ne servira à rien, coûterait 25 milliards de dollars, et que le fait que le Congrès dise non à Trump, alors qu'il y est majoritaire, est quand même un indice du fait que là aussi, il se décrédibilise. Il devrait faire attention, parce que la question de la crédibilité, ça joue, y compris vis-à-vis d'une partie de son électorat républicain. Alors, nos internautes sont là aussi très, très partagé. D'un côté, il y a Patriote qui nous dit oui, il a entièrement raison de construire ce mur et d'envoyer l'armée à la frontière. De même que le droitiste, peut-être que ça ne vous surprendra pas, nous dit c'est une bonne nouvelle. Non, en fait, le droitiste nous dit c'est une bonne nouvelle pour les mafias. Elles feront payer encore plus cher le passage vers les États-Unis. On sent un peu d'ironie. De l'ironie, on en sent encore chez Dave qui nous dit va-t-il embaucher des Mexicains pour faire son mur? Et encore plus chez Julien qui dit construisons des lignes Maginot un peu partout. Ça fonctionne plutôt bien, point d'exclamation. Et on imagine qu'évidemment, c'est parlé par antiphrase. On a demandé leur avis aux internautes qui suivent cette émission. On leur a demandé leur point de vue. Est-ce qu'on l'a oui, le voilà qui arrive. Pensez-vous que Donald Trump a raison de vouloir construire un mur? 70% parmi vous considérez que non. Est-ce aussi votre opinion, Guillaume Bernard? Bon, déjà, c'était une promesse électorale, donc un homme politique qui essaye de tenir sa promesse électorale, c'est peut-être pas si mal que ça, tout de même. On peut peut-être le noter. Bon, en plus, c'est un mur pour protéger, c'est pas un mur pour empêcher de sortir. C'est-à-dire que c'est pas le mur de Berlin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Trump est en train de construire le mur de la honte. C'est-à-dire le mur de la honte, c'était quand même pour empêcher les dissidents qui ne voulaient pas vivre dans le régime soviétique de passer à l'Ouest. Là, c'est quand même pour protéger les populations les plus pauvres des États-Unis. Je crois que c'est révélateur d'une coupure aux États-Unis, comme partout ailleurs dans les pays occidentaux. Il y a ici, on le sait bien, ce qu'on appelle la France périphérique. Aux États-Unis, il y a les États-Unis du centre, et puis il y a les côtes. Et on sait bien que la population du centre des États-Unis, elle, est plutôt favorable à la politique protectionniste, dont le mur n'est qu'un élément, n'est qu'un exemple, mais à la politique protectionniste de Trump. Tandis que les côtes, évidemment, côte Est et côte Ouest, sont, elles, favorables, effectivement, je dirais, au multiculturalisme, à une politique d'immigration, alors qu'au centre, évidemment, ces populations d'origine mexicaine font une pression à la baisse sur les salaires pour les ouvriers agricoles et les ouvriers industriels américains. Et donc, par conséquent, voilà, je crois que là, on a le signe, je dirais, qu'il y a une distorsion, une nouvelle distorsion, je dirais, entre l'électorat qui a porté Trump
à la présidence des États-Unis, et puis encore toute une partie de la classe politique, y compris d'ailleurs dans le camp républicain, qui lui refuse les moyens de faire cette construction. Benjamin Grange. Est-ce que les réseaux sociaux existeraient sans Trump? Je dis cette boutade parce que c'est presque 11 millions de messages qui ont été échangés dans les 7 derniers jours. Ouais. Évidemment, majoritairement dans le monde anglo-saxon, puisque 83% c'est aux États-Unis, puis ensuite c'est au Canada, et c'est en Angleterre. Après, la France, ce n'est que 0,6% des messages sur Trump. C'est pour vous dire comme déjà, soit le sujet ne passionne plus, soit on s'est habitué finalement aux frasques du président Trump. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conversations globalement sont majoritairement négatives. C'est rare d'avoir quelqu'un qui a autant de conversations, de sentiments négatifs à son égard. C'est presque 46%, ce qui est quand même assez rare. Et d'ailleurs, l'événement récent du mur et ses déclarations ne change rien. Elles sont noyées dans un ensemble de choses liées à la Chine, liées à sa sortie vis-à-vis du patron d'Amazon. Et finalement, quand on regarde ce qui est dit spécifiquement sur ce sujet, c'est seulement 10 270 mentions, c'est-à-dire finalement assez peu. Ce qui domine les conversations sur Trump, c'est deux hashtags qui sont très intéressants. Le premier, c'est le hashtag MAGA, Make America Great Again, d'accord, donc classique. Son slogan de voilà, campagne. son slogan de campagne. Et le deuxième qui monte, c'est un hashtag qui s'appelle Impeach Trump. Et donc, on commence à voir se dessiner, alors ça se matérialise sur les réseaux sociaux, finalement, plusieurs segments qui commencent, argument par argument, à s'opposer les uns contre les autres. On va parler d'un autre Américain qui aurait bien aimé peut-être devenir président des États-Unis, mais ça va peut-être devenir compliqué. C'est Mark Zuckerberg, le patron et le fondateur de Facebook. Vous avez forcément entendu parler de cet énorme scandale Cambridge Analytica, c'est-à-dire que des millions de comptes Facebook ont été piratés